C'était il y a quelques mois, au printemps dernier, la révolte dans les usines du sud-est de la Chine. Les grèves dans les usines ne sont pas chose courante en Chine, mais une fronde ouvrière se propage à travers le pays. Dans la région de Shenzhen, que certains appellent l'atelier du monde, c'est l'ébullition. Pour la première fois, plusieurs mouvements de grève ont touché des géants de l'électronique qui y sont installés. Honda, Toyota, Brother, sans oublier Foxconn, premier sous-traitant d'Apple, frappé lui par une forte vague de suicides dans ses usines. 6 mois après, la révolte des petites mains chinoises est loin d'être terminée. Le 15 octobre dernier, les 1300 ouvriers de l'usine Ricoh, où l'on fabrique des imprimantes et des photocopieurs pour le monde entier, décident de cesser le travail. Immédiatement, la police est envoyée pour mater la grève. Une semaine plus tard, les extérieurs de l'usine sont toujours surveillés par la police. Malgré tout, nous parvenons à rencontrer des ouvriers. Paroles interdites sur les prémices d'une véritable fronde ouvrière. Le blocage a duré 9 jours. Nous voulions poursuivre le mouvement, mais le gouvernement a envoyé la milice. La police nous a forcés à reprendre le travail et on a dû travailler ensuite sous leur contrôle. Au cours de l'entretien, ces ouvriers nous montrent des photos et des vidéos de ce mouvement capturés avec leur téléphone. On y voit la milice populaire qui casse le piquet de grève avant de forcer les ouvriers à reprendre le travail. Vas-y, filme ça. On a dû travailler 10 à 11 heures par jour, sous le contrôle de la police ou d'hommes envoyés par le gouvernement. Puis le mouvement s'est atténué doucement, petit à petit. Voilà comment ça s'est passé. Le jour où nous avons repris le travail, la milice est venue nous faire peur dans le dortoir le soir, à minuit. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de reprendre le travail. On n'a pas eu le choix. Je dois respecter un temps déterminé de quelques secondes pour chaque tâche. C'est impossible de dépasser le temps imparti parce que je suis surveillé. Et si vous dépassez le temps, il se passe quoi? On doit payer les amendes. Ils sont toujours en train de vérifier si on ne fait pas exprès de prendre du temps. On doit payer les amendes 1 à 2 fois par mois. Au début, je n'étais pas habitué aux cadences. Je perdais de l'argent. Regardez-nous. On travaille si durement. On est tellement fatigué. On est déjà foutu, on n'a pas de vie. Au final, les ouvriers n'auraient rien obtenu de la part de la direction. Chez Ricoh, comme dans les autres usines installées en Chine, les syndicats seraient systématiquement du côté de la direction. Pour ces 3 autres ouvriers de Ricoh, cette situation est intolérable. Tout d'abord, il faut savoir que lors de la création du syndicat de notre entreprise, c'est un des vice-présidents de l'entreprise qui a été désigné en tant que président du syndicat. 112 € par mois pour 10 à 11 heures minimum par jour, 6 jours sur 7 sans aucune possibilité d'évolution. À ce tarif-là, ces ouvriers n'y croient plus. Le salaire des ouvriers en Chine est trop bas. Dans ces usines, tu peux y passer toute ta vie en gagnant toujours le même salaire qu'au début. Le développement de la société et de l'économie ne doit pas se réaliser sur le dos des ouvriers comme nous. Rien n'a été résolu. Il y aura de plus en plus de grèves. La direction du groupe, quant à elle, nous a fait savoir que des discussions avec les ouvriers étaient en cours. Depuis 6 mois, la deuxième puissance économique mondiale est en proie à une révolte de ses ouvriers. En Chine, le fossé entre les classes sociales aisées et les couches les plus pauvres se creuse de plus en plus. Pour éviter un soulèvement social, 27 régions chinoises ont d'ores et déjà augmenté les salaires d'environ 20%. La voix des ouvriers en colère se fait de plus en plus entendre à travers le pays, notamment sur des sites internet et des radios relayées depuis Hong Kong, zone spéciale rétrocédée à la Chine en 97, où la liberté d'expression est là-bas garantie.
On m'a appelé pour tenir un piquet de grève avec 10 ouvriers. Et peu de temps après, on m'a dit que j'allais être arrêté. Vous avez été interpellé. Vous avez passé combien de temps en prison? 6 jours. 6 jours. Han Dongfang anime une émission La Voix des ouvriers sur Radio Free Asia. En donnant la parole aux salariés chinois, il espère que c'est toute la Chine qui entendra la détresse de ses salariés. Les violations des droits des travailleurs deviennent de plus en plus graves. La seule option qu'il leur reste, c'est la confrontation. Et de plus en plus de gens n'ont plus rien à perdre. C'est ça la vraie nouveauté. Cette émission de radio, c'est un combat pour Han Dongfang. En 1989, Hang a été torturé pendant 2 années passées dans les geôles chinoises pour avoir créé le premier syndicat indépendant. Après avoir été expulsé vers Hong Kong en 1993, il crée une organisation qui milite pour l'amélioration des conditions de travail en Chine. Le gouvernement ne peut plus ignorer les droits des ouvriers comme il l'a fait auparavant. Et du coup, il travaille maintenant sur de nouvelles lois pour protéger les ouvriers. Bas salaire, durée de travail excessive, management militaire, punition et harcèlement inhumain. Malgré de nombreux rapports accablants sur les conditions de travail dans les usines, les autorités chinoises tiennent avant tout à offrir une main-d'œuvre extrêmement bon marché aux investisseurs étrangers. Des conditions que dénonce Geoffrey Crotal, porte-parole de l'ONG China Labour Bulletin, basée à Hong Kong. La plupart des gouvernements locaux n'ont qu'un seul objectif: attirer les investissements, développer leur petit royaume. Ils veulent faire plaisir aux patrons. Ils veulent que les coûts de main-d'œuvre restent bas pour que les investisseurs viennent chez eux et non pas chez le voisin. Retour dans la zone économique spéciale de Shenzhen. Devant l'une des usines Foxconn, le plus grand sous-traitant d'Apple, 900 000 employés dans tout le pays, qui fabriquent entre autres 137 000 iPhones par jour. Dans un restaurant à proximité de l'une de ces usines, nous rencontrons 3 jeunes Chinois de 16 et 17 ans. Ces ados confectionnent à longueur de journée les puces électroniques du téléphone de la firme Apple. Mais surprise, aucun des 3 n'a encore vu un iPhone en vrai, entier. Le premier qu'ils verront, c'est celui de notre journaliste. C'est la première fois que vous voyez un iPhone? Oui. Combien vous fabriquez d'iPhone par jour? Beaucoup. Je sais pas. 2000, 2700. Des milliers de téléphones assemblés 24 heures sur 24, entre autres par nos 3 adolescents. Un peu plus tard, nous essaierons de savoir combien ils gagnent exactement. Léger malaise. Aucun des 3 ne nous dira combien ils perçoivent à la fin du mois. Depuis quelques mois, le malaise chez les salariés de Foxconn semble grandissant, surtout depuis la révélation d'une importante vague de suicides des ouvriers au sein même de l'usine. On parle de plus en plus d'une vague de suicides qui a touché les usines Foxconn au sud de la Chine cette année. Toute notre famille se met à genoux pour obtenir la vérité. Panique chez Foxconn. Sur ces images, des parents viennent pleurer la mort de leur enfant. Sous la pression, Terry Gu, le discret PDG du groupe taïwanais, est obligé de réagir. J'ai 440 000 employés sur ce site. Je ne peux pas tous les connaître. Quelques jours plus tard, pour calmer la polémique, la direction de Foxconn invite plusieurs caméras dans les locaux de l'usine pour une visite très officielle. Devant la presse, des filets anti-suicide sont même installés dans les étages de l'entreprise. Mais le soir même de cette journée porte ouverte, un ouvrier de plus parviendra à se jeter du haut de l'usine. L'image d'Apple est sérieusement écornée. Steve Jobs, son charismatique patron, réagit et maintient malgré tout que cette usine est un modèle du genre. Foxconn, c'est vraiment pas le bagne. Quand on va sur place, bon, d'accord, c'est une usine. Mais quand même, ils ont des restaurants, des cinémas et des hôpitaux et des piscines. Pour une usine, c'est plutôt chouette.
Selon un rapport mené par une ONG indépendante qui a interrogé près de 1800 salariés, 13% d'entre eux se seraient déjà évanouis sur leur lieu de travail, 28% auraient déjà été insultés, 16% auraient été victimes de punitions physiques. Rencontre aux environs de l'usine avec ce jeune ouvrier de 19 ans qui tient à garder son anonymat. Je travaille 10 heures par jour. J'ai un jour de repos par semaine. Mais quand il y a beaucoup de travail, comme par exemple à Noël, il faut travailler tous les jours. Quand il y a beaucoup de travail, je n'ai plus aucun jour de repos. En moyenne, un ouvrier de Foxconn effectuerait plus de 83 heures supplémentaires par mois, soit plus du double autorisé en Chine. Les employés ont le choix entre vivre dans des campus ou louer des chambres Foxconn. C'est dans celle-là, de 9 mètres carrés, louée à l'entreprise, que ce couple vit. Tous les deux travaillent à Foxconn depuis 1 an. Leur bébé, élevé par sa grand-mère, est resté dans leur province d'origine. Je pense que personne n'a envie de faire un travail aussi laborieux, non? Même pour une courte période. On a tous un but. Moi aussi j'ai un but. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Sinon je vais mourir. Comment vous expliquez tous ces suicides? Certains salariés sont plus fragiles. Certaines personnes se referment sur elles-mêmes. Alors elles ont du mal à extérioriser leurs sentiments. Et elles n'ont plus d'autre choix. Elles passent à l'acte. C'est dramatique. Pour moi, ce sont les parents qui sont responsables. Tous ces étudiants qui débarquent ici, ils sont trop jeunes. C'est la vérité. Ils ne sont pas assez forts. Après ce qui s'est passé, je pense que les parents auraient dû faire revenir leurs enfants. Des enfants utilisés comme stagiaires. Pour se fournir en main-d'œuvre, l'industriel aurait passé des accords avec des écoles dans de multiples provinces chinoises. Des lycéens d'à peine 16 ans seraient ainsi envoyés en masse au labeur, une main-d'œuvre à bas prix. Comme ici dans cet autre bâtiment où logent quelques dizaines de ces jeunes stagiaires Foxconn. Après 10 heures passées à l'usine, Wang, 17 ans, et Yang, 16 ans, rentrent à peine chez eux. Réveille-toi, allez, bouge-toi. Il est 18h, eux ont terminé leur journée, mais leur troisième colocataire, lui, doit prendre son service. Seuls, livrés à eux-mêmes, ces enfants sont venus ici poussés par leurs professeurs. À l'époque, c'est à l'école qu'on nous en a parlé. Notre professeur nous a dit que nous pouvions partir travailler et que le salaire serait de 135 €. Pour nous, c'était un salaire très élevé. Mais une fois arrivés, on a été un peu déçus. Venus de leur province rurale, ces jeunes pensaient trouver un niveau de vie supérieur dans ces grandes villes. Aujourd'hui, ils osent à peine décrire à leurs parents la réalité. Je ne pense pas que ma vie soit meilleure que celle de mes parents. C'est pas évident à dire. Franchement, je n'ai pas une meilleure vie que celle de mes parents. Sur quel point exactement? Sur le salaire? Sur tous les plans. Quel avenir pour ces jeunes ouvriers? Ce vent de révolte qui souffle chez les travailleurs de Shenzhen permettra-t-il de faire progresser la société chinoise? Ces dernières années à Shenzhen, comme dans d'autres régions, le niveau de vie s'est sensiblement élevé. Du coup, la plupart des usines commencent à délocaliser leurs activités vers d'autres provinces du pays, encore plus reculées, à la recherche d'une main-d'œuvre toujours meilleur marché.